Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue aux rencontres régionales de l'économie organisées par la Chambre de commerce et de l'industrie, la Banque de France, la Chambre d'agriculture et la Chambre de métiers et de l'artisanat de la région Hauts-de-France. En pleine crise sanitaire mondiale qui dure, qui bouleverse l'organisation du travail et rebat les cartes de l'économie, quels défis sont devant nous, devant vous, entrepreneuses et entrepreneurs des Hauts-de-France, pour restaurer la confiance et la croissance. Voilà ce que je vais tenter d'identifier avec vous ce soir en deux temps, en dressant un état des lieux de la situation économique régionale d'abord avec Cathy Verquin, directrice régionale Hauts-de-France à la Banque de France, en partageant ensuite lors d'une table ronde les retours d'expérience de 5 chefs d'entreprise de la région. Mais avant cela, j'invite Maureen, modératrice de ce webinaire, à nous partager l'essentiel des fonctionnalités de l'outil de diffusion afin que vous puissiez en profiter pleinement. Merci Pierre. Bonsoir à tous. Donc, je suis la modératrice de ce webinaire. Donc, je vais vous donner quelques petites informations. Vous avez un chat à votre disposition. Vous pouvez écrire dans le chat et communiquer avec nous. L'ensemble de l'équipe pourra répondre à vos questions si vous avez des questions. Vous avez aussi un petit onglet sondage à côté du chat en haut à droite. Donc, on pourra vous poser une ou deux petites questions pour vous demander votre avis. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter si vous voyez une petite notification. Si jamais vous avez des problèmes de son, des problèmes d'image ou quelques problèmes techniques, vous pouvez nous le dire dans le chat. On essayera de vous répondre et de le résoudre. Mais vous pouvez aussi appuyer sur la touche F5 de votre clavier pour rafraîchir la page ou appuyer sur la petite flèche en haut à gauche à côté de l'URL. Ça va permettre de rafraîchir la page et régler les soucis techniques. Sinon, je vous souhaite un bon webinaire et je vous laisse en compagnie de Pierre, de Cathy et de Monsieur Ourdin. Bon webinaire. Merci Maureen pour rebondir sur ce que tu viens de dire. En effet, vous pouvez poser tout au long de ce webinaire vos questions et moi j'essaierai de temps à autre de me faire le relais de ces questions auprès des intervenants. Philippe Ourdin, président de la CCI de la région Hauts-de-France, m'a rejoint sur scène. Philippe Ourdin, bonjour. Bonjour. Alors, vous sortez d'une réunion avec le préfet de région, le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, et également une réunion dans laquelle étaient présents des commerçants. Quelle est un peu la température? D'abord, je voulais saluer Cathy Verquin, la directrice de la Banque de France, Monsieur Durlin de la Chambre d'agriculture et Gabriel Hollander de la Chambre des métiers. C'est vrai que j'étais non seulement avec les personnes que vous venez de citer, mais j'étais aussi avec les représentants de ces organismes et je pense que Cathy Verquin va nous rejoindre tout à l'heure. Nous avons pris l'habitude dans cette région de travailler ensemble. On a vraiment une culture du travailler ensemble qui est très très forte et maintenant on travaille même avec un médecin, le professeur Amouyel, parce que il est hors de question d'opposer l'économie et d'opposer la médecine. On est tous dans le même bain et on doit travailler ensemble pour justement travailler sur le coup d'après. Il y a une véritable inquiétude qui règne sur ce Covid-19. D'abord, les commerçants nous envoient leurs questions. Donc, nous sommes tous réunis sur un plateau de télé par Facebook Live ou sur Weo et nous répondons à leurs questions. Leurs questions sont pétries d'inquiétude. Le mot, c'est l'inquiétude. C'est vraiment « je ne vais pas m'en sortir ». Et puis, même les entreprises petites, moyennes et même plus importantes, si vous voulez, ont une vraie inquiétude vis-à-vis de ce tunnel dont on ne voit pas le bout. Des bruits courts. Alors, je pense savoir que pour l'instant, ce n'est pas fondé, mais ça pourra l'être un jour. Le bruit court que le confinement va durer peut-être 2 ou 3 mois. De tas de bruits courts, et on ne voit pas le bout du tunnel. On dit que le Covid, ça se terminera au mieux en juillet 2021. Donc, dans cet environnement-là, il est important d'abord de travailler ensemble, ensuite de rester vigilant par rapport aux informations. Et c'est le but de notre travail ici avec Cathy Verquin, c'est dresser d'abord, et Cathy Verquin va le faire dans quelques instants, un diagnostic précis de la situation actuelle. Il y a certes l'effet loupe en ce moment sur les commerçants, mais il y a l'économie de la région de France en général. Il y a peut-être des surprises qui ne sont pas totalement négatives. Et puis aussi, avoir une information précise, d'abord, ça aide aux décisions. Et puis aussi, ça peut donner de la confiance.
Parce que l'économie, c'est la confiance. Dans les entreprises, quelles qu'elles soient, s'il n'y a pas la confiance, il n'y a plus d'investissement, il y a un repli sur soi et donc un manque de dynamisme. Et ça, ce serait le pire, puisque non seulement nous aurions affaire à une crise sanitaire aiguë, mais en plus, on aurait affaire à une vraie crise économique de fond. Et ça, ce serait dramatique, parce que pour l'instant, il y a toujours une capacité de résilience, il y a toujours une volonté très forte des acteurs économiques de s'en sortir, d'assurer la pérennité de leur entreprise. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans une phase de découragement. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, et c'est pour ça que pour moi, cette réunion de ce soir est très, très importante, parce qu'il faut dresser un état des lieux régulier, de manière à ce qu'on travaille tous par rapport aux mêmes bases de connaissances. Merci. Merci beaucoup. L'économie, c'est la confiance. Merci beaucoup, Philippe Hourdin. Alors justement, comme vient de le dire le président de la CCI, Cathy Verquin, vous êtes avec moi. Bonjour, vous êtes donc la directrice régionale Hauts-de-France à la Banque de France. Philippe Hourdin nous disait, l'économie, c'est la confiance, et la confiance, ça commence par disposer d'une information fiable, de connaître l'état des lieux de la situation. C'est ce que nous allons tenter de faire ensemble. Avant de voir d'ailleurs comment impacte la crise de la Covid, comment sont impactées les entreprises des Hauts-de-France, je voudrais qu'on fasse quand même un petit point au plan national. Quel est déjà le niveau d'activité au niveau national ? Oui, bonsoir. Merci beaucoup. Alors sur ce premier point, c'est vrai que je pense qu'il y a un slide où vous verrez la courbe de plongeon qu'on a connue pendant le printemps, pendant le confinement. On a eu une baisse abyssale de l'activité. On était à moins 32% en mars et début avril. C'est quelque chose qu'on n'a jamais connu. Un plongeon à ce rythme-là en temps de paix, on l'a jamais connu. Derrière, on a eu ce qu'on a appelé une reprise en aile d'oiseau, avec un rebond assez fort avec le déconfinement, et même d'ailleurs pendant les mois d'été, on était plutôt assez confiants. Les entreprises étaient confiantes jusqu'en septembre parce que ça reprenait plutôt plus vite que ce qu'on espérait. En septembre, on était à moins 5%. On attendait un plateau à moins 5% en octobre, ce qui, a priori, sera le cas. Alors, c'est vrai que la nouvelle de la dégradation sanitaire, qui est d'ailleurs généralisée également en Europe, voire plus large que ça, a surpris tout le monde. Ça a été un vrai coup de massue. Et on sait aujourd'hui que le quatrième trimestre sera de nouveau en baisse, alors qu'on pouvait encore espérer, comme vous le voyez sur les projections de notre courbe, grappiller encore quelques points de croissance. Alors du coup, est-ce que cette fameuse aile d'oiseau va se transformer en W ou en une autre lettre? On entend parler de beaucoup de lettres, V, U, L, K aussi. À quoi va ressembler cette nouvelle courbe d'activité avec ce second reconfinement? Bon, alors un petit peu compliqué de se prononcer maintenant. Ce qu'on sait par contre, c'est que vous le voyez bien sur même le mois de novembre, on n'aura pas le plongeon, et heureusement qu'on a connu, le président Hourdin le disait, le plongeon qu'on a connu en mars-avril, où tout s'était arrêté et de manière, on avait freiné très brutalement par méconnaissance du contexte. Aujourd'hui, on connaît le contexte, on sait le gérer, et on pense effectivement qu'il y aura une baisse, mais qui ne sera pas du tout à la hauteur, en tout cas, ou à la profondeur de ce qu'on a connu au printemps. Alors voilà pour les entreprises, quel est le comportement des ménages? Comment finalement arbitre-t-il depuis le début de cette crise entre la consommation et l'épargne? Alors bon, vous vous doutez bien, avec le confinement, finalement, on a été empêché de consommer. Donc, on a eu une épargne forcée qu'on estimait à hauteur de 100 milliards en fin d'année. Elle sera même peut-être plus importante que ça, puisqu'on avait estimé 100 milliards sans penser qu'il y aurait un reconfinement. Alors, ça, c'est plutôt un point positif, parce que finalement, c'est une réserve de consommation qu'on pousse devant nous pour relancer la croissance. Alors, le risque, évidemment, c'est que cette épargne, qui est une épargne forcée, devienne une épargne de précaution. Alors, il y aura forcément un peu de sédimentation et d'épargne de précaution vu le contexte, et avec ce reconfinement probablement, mais tout ce qu'on devra faire, nous, c'est faire en sorte que cette épargne, elle soit réinjectée et qu'elle ne reste pas inerte sur les comptes de dépôt à vue des particuliers. Qu'elle soit réinjectée dans l'économie, justement, comment elle peut profiter aux entreprises?
Alors effectivement, on a vu surgir parfois des propositions qu'on peut considérer un peu folkloriques de flécher directement l'épargne des particuliers vers des entreprises. Oui, c'est une très bonne idée, mais c'est un peu simpliste. Madame Durand ou Madame Dupont ne va pas traverser la rue pour aller mettre ses économies dans l'entreprise qui est en face de chez elle, parce que tout simplement, Madame Dupont, Madame Durand n'est pas suffisamment, n'a pas une connaissance dans le financement des entreprises suffisant. Par contre, on peut inciter les particuliers à diversifier leur épargne vers des produits peut-être un peu plus à risque, mais un risque mesuré en fonction de la population. Et ça, effectivement, il peut y avoir toute une dynamique de nouveaux produits. Je donne juste l'exemple d'un produit qu'a lancé il n'y a pas longtemps BPI, qui est un produit, à mon avis, qui est plutôt bien calibré. On verra dans le temps. Le fonds BPI France Entreprise, hein, c'est ça, sous l'impulsion du gouvernement pour justement réorienter l'épargne des ménages vers les entreprises françaises, hein, notamment les PME. C'est bien cela ? C'est ça, tout à fait. Et je pense que c'est une très très belle expérience. Il faut laisser un peu de temps pour voir si ça démarre, si les particuliers. C'est tout récent. C'est depuis le 1er octobre que c'est possible d'investir dans ce fonds. Voilà, c'est un peu tôt pour se prononcer, mais je pense qu'il faudra en tirer les enseignements, faire un retour d'expérience très rapide sur ce produit. Et ce type de produit, à mon avis, peut être bien calibré pour flécher une partie de l'épargne des particuliers vers les entreprises et vers le renforcement de leurs fonds propres. Alors, petite précision, donc ce fonds est un portefeuille comprenant plus de 1500 entreprises, majoritairement françaises, des entreprises non cotées, et bien pourra être logé mais en assurance vie ou en plan d'épargne logement ou dans le PEA PME. Alors, je voudrais qu'on se penche maintenant sur la situation des entreprises de la région Hauts-de-France. Tout d'abord, déjà, quel est le moral des troupes ? Alors sur le slide qu'on vous présente, vous voyez, c'est un slide qui date du 14 septembre. C'est presque très vieux par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Et déjà à l'époque, on voyait qu'il y avait quasiment un quart des entreprises qui ne savaient pas quand est-ce qu'ils retrouveraient un niveau normal d'activité. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on finit l'enquête qu'on mène tous les mois, que les agents de la Banque de France mènent tous les mois auprès des entreprises sur le mois d'octobre. Et je peux vous dire que le coefficient d'incertitude, il est extrêmement élevé et bien plus élevé que ce qu'on voyait là le 14 septembre. Mais je pense que l'incertitude, c'est comme le Covid. Il va falloir vivre avec, on n'a pas le choix. Et je pense qu'il faudra être agile. Alors, je ne minimise pas la problématique et la difficulté, mais je pense qu'il faudra faire avec pendant un certain temps, comme le disait Philippe Ourdin, et que par contre, il ne faut pas baisser les bras. Alors, on va s'en sortir, il n'y a pas de raison, on va trouver un vaccin, on va s'en sortir, il n'y a vraiment pas de raison, mais il faut juste gérer la temporalité, combien de temps ça va durer, et ça, on ne le sait pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour passer ce cap, tous les acteurs, que ce soit l'État, les collectivités locales, les banques, la BPI, la Banque de France, je pense qu'on est vraiment tous ensemble pour essayer d'aider les entreprises à passer ce cap. Et alors, comment la crise finalement quand même impacte leur chiffre d'affaires et leur trésorerie? Quels sont les chiffres? Alors là, c'est vrai que c'est assez violent. Vous voyez la brutalité de la baisse de chiffre d'affaires, la baisse de rentrée de cash pour certains secteurs. Évidemment, l'hôtellerie, la restauration, le commerce, les petits commerces, les services. Donc, ces secteurs-là sont particulièrement touchés. Ils ont aussi une baisse de rentabilité qu'on n'avait jamais vue par le passé, même dans la crise précédente auquel on fait souvent référence, la crise de 2008-2009. Alors, par contre, sur l'aspect trésorerie, le slide suivant, c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, là aussi très sectorisées sur ces secteurs qui ont été pénalisés par des fermetures administratives. Bizarrement, je crois que là, il faut garder l'espoir parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de liquidités. On a des trésoreries, alors j'insiste bien en moyenne, des trésoreries qui sont assez souples, parce qu'on a d'une des entreprises qui ont mis en place des mesures de baisse drastique de leurs coûts. L'État a fait aussi beaucoup son travail, le préfet Lalande le rappelait il n'y a pas longtemps, sur toutes les mesures mises en place, les moratoires sociaux, fiscaux. Et puis on a les banques qui ont fait un travail assez extraordinaire de distribution du PGE pendant le début du confinement, et on en reparlera après. Oui. Mais effectivement, aujourd'hui, on a quand même des trésoreries qui sont extrêmement souples, et même bizarrement des trésoreries qui sont plus souples que ce qu'elles étaient en moyenne, j'insiste bien, avant le Covid. Et alors, justement, on voit aussi sur vos deux graphiques, à la fois sur le chiffre d'affaires et la trésorerie, que les situations sont contrastées selon les entreprises, les secteurs. C'est ce qu'on observe aussi. Il y a quand même des entreprises qui tirent profit, si on peut le dire comme ça, de la crise, quand d'autres sont fortement pénalisées.
Alors peut-être que tirer profit est un peu excessif parce que dans une crise qui est aussi globale, je pense que tous les secteurs seront quand même plus ou moins atteints, soit directement ou indirectement. Dire qu'on tire profit, c'est peut-être compliqué, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a fait ce qu'il fallait pour que toutes les entreprises soient bien en liquidité. Et j'ai vu par exemple des distributions de PGE à des entreprises qui étaient déjà en difficulté avant, et les banquiers ont fait le nécessaire pour distribuer ces PGE pour tenir compte de cet impact incroyable qu'est la crise du Covid. Alors, cette crise, justement, du Covid est une crise mondiale. Comment ont évolué les échanges internationaux en Hauts-de-France ? Alors, c'est vrai que quand on regarde l'évolution des importations, des exportations, là aussi, c'est un effondrement qui est assez incroyable. C'est une crise qui est synchrone, hein, vous voyez bien, c'est une crise mondiale, même si on a eu un redémarrage, notamment en Asie, puisque la crise est arrivée d'abord en Asie, ils ont repris un peu avant nous, mais on a eu un effondrement de la demande intérieure chez nous, et donc un effondrement des importations, un effondrement aussi de la demande extérieure adressée à nos entreprises françaises. Donc, vous voyez bien que les deux courbes s'effondrent en même temps, et ça aussi, c'est du jamais vu, puisque depuis la Seconde Guerre mondiale, la croissance mondiale s'est développée surtout tirée par l'accroissement du commerce international. Et aujourd'hui, on a un coup d'arrêt, ou en tout cas une forte baisse qui est assez incroyable par rapport aux habitudes historiques qu'on avait vues ces derniers temps. Alors, y a-t-il un risque de défaillance de certaines entreprises ? Alors oui, c'est vrai que sur les défaillances, c'est un peu particulier. Quand on regarde les derniers chiffres, les présidents des tribunaux de commerce nous le disent souvent, on a aujourd'hui des défaillances qui sont inférieures à ce qu'on voyait il y a un an. Quand on compare les références historiques, il y a un effet d'optique. Parce que là aussi, comme on est en surliquidité, comme il y a eu des mesures qui ont été prises par l'État, les moratoires sociaux, fiscaux, finalement aujourd'hui, on a plutôt moins de défaillances qu'on avait précédemment. On va tous, nous, collectivités locales, État, chambres consulaires, on fait tout ce qu'il faut pour que ces entreprises passent le cap. En même temps, pas d'angélisme. Alors, je vais faire un parallèle avec le sanitaire qui est peut-être pas bienvenu, mais quand même, je trouve qu'il est assez parlant. Des épidémiologistes nous parlent beaucoup de l'effet Covid et d'un effet d'harvesting, le fait que le Covid, malheureusement, s'attaque un peu plus aux personnes fragiles. Pour les entreprises, ça risque quand même d'être un peu la même chose et que malheureusement, il y aura forcément une accélération des défaillances, notamment pour les entreprises qui étaient peut-être moins structurées, plus fragiles déjà avant la crise du Covid. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure pour justement éviter ce risque de défaillance. L'État a mis en place le PGE, le fameux PGE, le prêt garanti par l'État. Les entreprises peuvent demander ce prêt à leur banque. Et est-ce que justement les entreprises des Hauts-de-France se sont emparées de ce dispositif ? Oui, alors complètement, c'est un dispositif que je trouve très bien, qui a été mis en place en quasiment une semaine. Je trouve ça assez remarquable. C'est un dispositif, un financement qui est simplissime, mais qui a été distribué par toutes les banques. Quasiment toutes les entreprises sont éligibles, avec une contre-garantie de l'État à 90%, qui a été bien sûr très aidant pour que les banques y aillent, même sur des entreprises un peu plus en difficulté. On voit aussi que c'est beaucoup de petites entreprises, vous le voyez sur le graphique, c'est beaucoup de petites entreprises qui ont bénéficié en fait du PGE. Et donc là, je trouve qu'il y a vraiment eu... Voilà. Tout à fait. Donc là, vraiment, je trouve que c'est un dispositif qui a été d'une efficacité assez incroyable et je pense qu'on est un peu les champions d'Europe en termes de distribution de ce type de crédit. Alors, on voit aussi que pour les entreprises qui n'avaient pas obtenu le PGE, qui ont eu des difficultés pour l'obtenir auprès de leurs banquiers, c'est le slide suivant, on a mis en place une sorte de filet de sécurité avec la médiation du crédit. Et là aussi, je fais un petit coup de chapeau à mes équipes, puisque on a eu énormément de dossiers à partir de fin mars, début avril, et mes équipes ont vraiment été sur le pont pour traiter les dossiers de médiation en bonne intelligence avec les banquiers. Je pense qu'on a vraiment tout fait pour essayer de trouver les meilleures solutions pour les entreprises. Et comment cette contraction néanmoins de l'activité se répercute sur l'emploi ? Alors sur l'emploi, c'est bien sûr une variable qui est peut-être la plus, la plus dramatique à partir du moment où on touche à l'aspect RH. Vous savez qu'il y a des pertes d'emplois importantes dans la région. Au niveau national, on parle de 750, 800 000 emplois perdus, plutôt sur des emplois un peu précaires, avec un risque de paupérisation de population qui était à travailler sur des petits emplois. Alors là, ceci dit, je pense aussi qu'il faut que les entreprises, même si
on réglera pas tout. Enfin, je veux dire, moins d'activité égale moins d'emplois. Je veux dire, c'est assez mécanique. Mais l'État fait quand même aussi a mis en place beaucoup de choses avec les emplois francs, avec des formations spécifiques, une action forte sur les décrocheurs, les jeunes de 16 à 18 ans qui ne sont plus à l'école mais qui ne sont pas encore en emploi, les primes pour les apprentis. Je crois qu'il faut vraiment que les entreprises qui veulent recruter s'emparent de tous ces dispositifs qui ont été mis en place aussi très rapidement. Et alors, on a parlé du financement facilité avec le PGE. Néanmoins, ce que vous constatez, c'est qu'une entreprise sur trois a reporté ses projets d'investissement. Oui, alors l'investissement, c'est une variable extrêmement importante. Sur le troisième trimestre, ça apparaît pas forcément là dans le slide parce que évidemment, toutes les entreprises ont plutôt freiné quand même sur les investissements. C'est une variable, on se met en sécurité, on met en sécurité la trésorerie et le cash. L'investissement a plutôt bien tenu au troisième trimestre, qui explique d'ailleurs que le troisième trimestre, comme je vous le disais, était plutôt plus satisfaisant que ce qu'on pensait. Alors par contre, avec cette deuxième vague, ça risque d'être une variable, ce qu'on appelle un peu une variable silencieuse, parce que pour une entreprise, entre guillemets, c'est plus facile de réduire les investissements que de faire un plan social, et c'est très bien comme ça, mais les investissements, c'est important, parce qu'à la fois, quand on investit pour des capacités souvent plus productives, avec une amélioration de la productivité, et moins d'investissement, ça veut dire aussi moins de demandes adressées à d'autres entreprises qui sont en charge soit du bâtimentaire, soit de fournir les biens d'équipement. Donc ça, c'est vrai que c'est une variable qui risque d'être une victime collatérale qui aura un impact quand même assez significatif. Alors là aussi, j'invite vraiment les entreprises à s'emparer du plan de relance. Dans le plan de relance, il y a une ligne spécifique sur les subventions aux investissements productifs. Et il faut vraiment que les entreprises regardent pour bénéficier de ce plan de relance. Alors, on voit dans votre slide que 45% des agriculteurs ont retardé leur projet d'investissement. Il y a aussi chez eux une inquiétude sur le niveau des prix. Oui, alors je trouve ça très intéressant, le niveau des prix, l'inflation. Alors là, on est vraiment dans le cœur business de la Banque de France, puisque vous savez que c'est notre objectif principal. Mario Draghi, Christine Lagarde se prononcent souvent sur l'évolution des prix, inférieur à 2%, mais proche de 2%. Les prix, l'inflation et les prix, ça se décide pas, et on le voit bien dans le monde agricole. Pourtant, le monde agricole, c'est robuste. On peut penser que le monde agricole n'est pas concerné par la crise qu'on connaît aujourd'hui. Eh bien si, puisque un niveau de prix, c'est le résultat d'une offre et d'une demande, de la rencontre d'une offre et d'une demande. Et aujourd'hui, l'offre est plutôt pénalisée par rapport à une demande qui est moins tonique. Et dans le monde agricole, notamment, il y a eu aussi des baisses de demande dans tout ce qui est restauration hors domicile. Et donc, les prix sont plutôt à la baisse sur des produits tels que la volaille, le lait, les pommes de terre, des produits qui ont été pénalisés par cette baisse de la demande hors domicile, la restauration collective notamment. Alors après, sur le niveau des prix, il y a eu quand même des enjeux qui étaient liés à la météo, trop sec, trop humide après à la rentrée, qui a pénalisé aussi spécifiquement des zones en France. Je dirais que c'est presque rassurant parce que dans cette période un peu compliquée, il y a encore des variables sur lesquelles on peut s'accrocher. Quand la météo ne va pas, c'est difficile pour les agriculteurs. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Donc, c'est presque rassurant de voir que ça fonctionne encore, normalement. Alors, j'ai un œil sur le chat et je vois que Morgane Relan demande si on peut commencer à poser des questions. Et donc, je vous réponds, bien sûr, vous pouvez poser vos questions dès maintenant. N'hésitez pas. Cathy Verquin, on arrive au bout de cet état des lieux. Je dois dire qu'il est quand même assez sombre, même s'il est contrasté, mais comme le disait Philippe Bourdin en début de ces rencontres, on sent néanmoins que les entreprises se bougent, sont là pour vraiment sauver leur activité et elles se démènent finalement pour s'adapter à ce nouveau contexte où on voit qu'il y a quand même des opportunités liées à ces transformations qu'induit cette crise. Oui, alors tout à fait, on le voit bien sur ce slide, hein, la digitalisation. Digital, évidemment. Voilà, la digitalisation le dit. Tout à fait, c'était quelque chose qui était bien sûr déjà sur les rails avant la crise du Covid. Parfois, c'était encore un peu un concept pour certaines entreprises. Et là, on voit qu'il y a eu un choc violent avec le confinement du printemps, dont il faut tirer des leçons. On ne passera pas au tout digital quand on reviendra post-Covid, quand on y reviendra, et on y reviendra. Mais on sait très clairement que
post-Covid, le mixte entre le présentiel et le digital va bien sûr pousser le curseur vers plus de digital. Sur le télétravail, même chose, hein, on a mis aussi un slide sur le télétravail. Bien sûr, c'est une nouvelle norme imposée aujourd'hui, mais là aussi, je pense que le curseur vers plus de télétravail restera après cette crise du Covid. Quel bonheur pour les salariés d'avoir un peu plus de confort entre le curseur privé, professionnel. Quel bonheur aussi pour les chefs d'entreprise d'avoir des salariés plus zen, qui font peut-être moins de routes, moins de déplacements. C'est aussi très bon pour la planète. Mais clairement, on ne viendra pas au full télétravail. Je pense que c'est juste une question de curseur, c'est pas blanc et noir, ce sera un peu en nuance de gris. Et c'est la même question qu'on se pose sur la relation avec le télétravail. On a parfois des Cassandres qui nous disent qu'on va avoir un effondrement de l'immobilier de bureau. Personnellement, j'y crois pas du tout, parce que une entreprise, c'est d'abord un collectif. Alors certes, il y aura plus de télétravail, mais les gens auront encore besoin de se voir. Les chefs d'entreprise auront encore besoin de voir leurs salariés. Par contre, on passera peut-être à autre chose, peut-être à plus de flex office, plus de coworking. Il y aura une certaine inertie aussi sur l'immobilier. Voilà, donc des changements d'habitude, mais ce ne sera pas radical. Très bien. Je vais relayer une question de Morgane, qui demande pourquoi les entreprises en RJ, alors là j'avoue que j'ai mon ignorance sur RJ, ne sont-elles pas éligibles au PGE? Si, en fait, alors en redressement judiciaire. Voilà, c'est ça. En fait, les entreprises, c'est vrai que les entreprises qu'on considérait comme des entreprises en difficulté, avec la conception européenne de la notion d'entreprise en difficulté, n'étaient pas éligibles au PGE, mais très vite, on s'en est rendu compte, je crois que c'était courant avril, le fait qu'on risquait d'exclure certaines entreprises du bénéfice du PGE, et on a revu les critères. Donc maintenant, on a très très peu d'entreprises qui ne sont pas éligibles au PGE. Alors je ne dis pas, c'est peut-être un peu plus compliqué pour certaines entreprises d'obtenir du PGE quand elles étaient déjà en difficulté avant la crise du Covid. Voilà. Mais aujourd'hui, on a vraiment élargi le spectre des entreprises qui peuvent bénéficier du PGE. Très bien, je reviens aux transformations que provoque cette crise sanitaire et économique. On observe des signaux de demande dont il faut savoir tirer parti. Oui, alors effectivement, il y a des changements d'habitude qui se sont opérés sous la contrainte pendant cette période de confinement et de reconfinement. Mais je pense qu'on en gardera quelque chose. On en parlait donc sur le télétravail, plus de télétravail, moins de déplacements. Le fait que quand on va en entreprise, on est plus sur du collectif et moins sur de l'individuel. C'est tout l'intérêt d'être ensemble. Les bienfaits, bien sûr, des circuits courts, évidemment, les bienfaits des circuits courts. Par contre, je pense qu'on ne reviendra pas ou on ne viendra pas à un grand renfermement de dire qu'on ne va plus acheter aux Chinois. On a beaucoup acheté aux Chinois en Asie et on continuera à le faire. Je pense qu'on oublie que le fait d'avoir beaucoup acheté à la Chine, ça a eu deux vertus. D'une, ça a augmenté notre pouvoir d'achat à nous, pays riches, à nous, habitants dans un pays riche en France. Et puis, ça a aussi permis aux Chinois de monter en gamme en termes de classe moyenne, de CSP+, pour pouvoir acheter des produits français, made in France. Donc voilà, je pense que là aussi, c'est juste un curseur qui va bouger, plutôt dans le bon sens. Je crois qu'il faut être optimiste, mais ce ne sera pas un changement radical. Eh bien, merci beaucoup Cathy Verquin. À l'aune de justement ce que vous venez de nous dire, nous allons voir comment 5 dirigeantes et dirigeants d'entreprises ont navigué et naviguent encore dans ces eaux troubles de la pandémie et comment ils parviennent à se maintenir à flot et à donner un nouveau cap à leur entreprise. Alors, et pour introduire cette table ronde, j'appelle donc Gabriel Hollander, que voilà. Bonjour Gabriel Hollander. Oui, bonjour Monsieur Chaval, vous m'entendez bien? On vous entend très bien. Vous êtes le vice-président de la Chambre de métiers et de l'artisanat Hauts-de-France. En organisant ces rencontres régionales de l'économie, vous avez, avec l'ensemble de vos partenaires, réfléchi aux défis à relever pour sortir par le haut de cette crise et bâtir finalement l'économie de demain, le fameux monde d'après dont on parle tant, mais finalement qui reste à inventer. Et vous en avez identifié 4 principaux. Oui, alors bonjour à tous. D'abord, par rapport à l'excellent exposé de Madame Verquin, on voit bien que l'ensemble des chiffres, des graphiques, montrent bien que l'ensemble des entreprises, y compris les entreprises artisanales, sont impactées par cette crise avant tout sanitaire. Néanmoins, de manière très différente. Parce qu'il ne faut pas être trop pessimiste, et moi je vois dans l'artisanat
que ce soit dans l'alimentation de détail, où ça marche très fort, que ce soit dans les entreprises artisanales du bâtiment, où ça continue à travailler, à bien travailler, où il y a beaucoup de chantiers en vue, grands et petits chantiers, ça se passe plutôt bien. En revanche, bien sûr, et on en a beaucoup parlé ces derniers temps, dans les métiers de service, particulièrement la coiffure, l'esthétique, enfin, tous les artisans et commerçants qui sont obligés de fermer de manière administrative, c'est effectivement très difficile. Bien sûr, l'événementiel, où j'inclus les purs traiteurs, qui sont d'ailleurs assez inquiets, les fêtes approchent et ils se demandent comment ça va se passer. Donc, vous voyez, c'est vraiment très contrasté et très différent en fonction des secteurs. Mais heureusement, les chefs d'entreprise, c'est dans leur gène, se battent toujours et s'avouent vraiment vaincus. Et donc, tous les jours, ils relèvent des défis et ils luttent pour retrouver une certaine confiance, une certaine sérénité. Et effectivement, nous avons ciblé 4 gros défis qui sont extrêmement importants pour le monde d'après, comme vous dites, pour l'économie d'après. Bien sûr, en premier, le numérique. Le numérique, on en parlait déjà il y a quelque temps, mais avec cette crise, on voit bien que le digital est devenu incontournable. Et là, dans l'artisanat, il faut le dire, on est un peu en retard et notre chambre consulaire s'emploie beaucoup à rattraper ce retard et à accompagner nos artisans. Donc le numérique, le développement du digital, parce qu'on le voit bien, toutes les formes de communication sont devenues très importantes. On voit bien aussi le comportement des consommateurs, les modes de consommation. Donc tout ça, le numérique, c'est incontournable. Deuxième défi, ce qu'on appelle l'ARH. Alors quand on dit l'ARH, tout le monde pense à ressources humaines. Mais moi, je dis toujours que pour moi, c'est plus des richesses humaines. La richesse humaine, les hommes et les femmes de l'entreprise, c'est la première force d'une entreprise. Donc j'insiste beaucoup. Par rapport à cette crise, il faut probablement revoir certaines organisations. Il faut peut-être de nouveaux postes, de nouvelles compétences. Donc, beaucoup de formations et de nouvelles formations. Troisième défi, bien sûr, qui ne dépend pas que de nous tous, c'est le retour à la croissance. Là aussi, Mme Verquin en a parlé. Dans ce retour à la croissance, je vois 2 sujets. Le premier, bien sûr, le financement des entreprises. Je confirme ce qu'a dit la Banque de France. Je considère que ça ne se passe pas trop mal pour l'instant et qu'il n'y a pas trop de problèmes et que tout le monde joue le jeu. Mais le vrai moteur de la croissance, c'est la consommation. Et c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de tous les Français. Donc, il faudrait consommer un peu plus. On a parlé de ces milliards d'épargne. Effectivement, il faudrait l'orienter un peu plus vers la consommation pour la croissance. Mais là, nous avons tous un travail énorme. Je soutiens l'action de BPI avec le fonds d'investissement pour les entreprises non cotées. Mais il y a un travail de culture économique et financière dans notre pays auprès des citoyens qui est énorme. Nous sommes extrêmement en retard par rapport à de nombreux autres pays. Donc, retour à la croissance, troisième défi, financement des entreprises et consommation. Et enfin, la RSE. Depuis pas mal d'années, on parle de RSE. Tout le monde entend parler de RSE. Maintenant, on sait tous ce que ça veut dire, responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et je pense que maintenant, avec l'évolution, c'est devenu un véritable levier pour nos entreprises. On voit bien, tout le monde est maintenant très sensible à la croissance verte, aux économies d'énergie, aux énergies renouvelables, à la pollution. On subit tous les jours le réchauffement climatique, on l'a encore vu ces derniers temps. Donc voilà, j'irai pas plus loin, mais voilà 4 défis qui nous semblent très importants. J'ajouterai une petite chose au niveau de la Chambre des métiers de l'artisanat. On entend parler des milliards de l'Europe, des milliards de France Relance, du milliard et plus de la région, plus toutes les aides. Mais pour l'instant, concrètement, pour nos entreprises, c'est encore difficile de les capter concrètement. Et là aussi, il faut qu'on veille à ce que ce soit, que l'on transforme l'essai. Je voudrais, pour conclure, féliciter les chefs d'entreprise qui vont parler après moi. Parce que eux, tous les jours dans leurs entreprises, ils passent à l'action et ils se battent tous les jours pour gagner face à ces défis et les remercier de témoigner au cours de cette vision. Voilà, merci. Merci beaucoup à vous, Gabriel Hollander. Je vous propose justement de demander à nos 5 entrepreneuses et entrepreneurs comment ils se positionnent vis-à-vis de ces 4 défis que vous avez cités, défis numériques, défis RH, défis croissance et défis RSE.
J'accueille donc nos 5 chefs d'entreprise. Bénédicte Fontaine, gérante d'ADD Pub. Sylvie Gilles, gérante de la ferme Bonsoir, de la ferme des 4 cantons. Bonsoir Sylvie. Olivier Daher, président fondateur d'ANScom. Bonsoir Olivier. Olivier Barmé-Maillot, PDG d'Abena Frontex. Bonsoir. Bonsoir. Et Jacques Staquet, PDG, cofondateur d'Hyper. Bonsoir. Bienvenue à vous 5. Bénédicte Fontaine, je me tourne d'abord vers vous. Vous êtes donc la fondatrice et gérante d'ADD Pub, une agence de publicité située à Hasbrook, spécialiste notamment de la signalétique. Une grosse partie de votre activité est liée à l'événementiel. On le sait, hein, qui a souffert et souffre encore beaucoup des mesures sanitaires. Qui s'est même quasiment, vous allez nous le dire, mais presque totalement arrêté pendant le premier confinement. Je n'imaginais pas encore dire ça il y a 10 jours, mais on parle maintenant d'un premier confinement et d'un deuxième confinement. Voilà. Comment avez-vous réagi? Alors, bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, c'est simple, en fait, on va dire que on a créé ADD Publicité en 1991. Et en fait, depuis 1 an ou 2, on a ouvert différents pôles. Donc, ADD étant la fabrication d'enseignes, la fabrication de signalétique et de tout ce qui est impression en grand format. Et on a ouvert un pôle il y a 1 an et demi, qui était le pôle confection, où on fait tout ce qui est couture industrielle, surtout industrielle, ou alors demande de sous-traitance spécifique. Et on a ouvert il y a 1 an le pôle ADD.com avec toute la partie suivi web, etc. Et on avait commencé justement à mettre en place des choses en interne et notamment pour pas mal de clients. Et 2 jours avant le confinement, on sentait quand même les choses arriver. Et mon mari, parce qu'on est associés, mon mari et moi-même, sur l'entreprise. Et je dirais le vendredi matin, il me dit, j'ai une idée, il faut faire quelque chose. On réunit tout le monde et on a réuni toute l'entreprise. Donc, on est 14 personnes. Et on s'est dit, voilà, on va échanger autour du problème du confinement. Qu'est-ce qui va se passer? On ne savait pas trop, mais... Et de là, on est venu à se dire, on va créer un site qui va être dédié à la prévention. On ne savait pas trop comment le gérer et en 2 heures de temps, on a évolué les choses et on l'a appelé prévention-virus.com. Et de là, 2 jours avant ce confinement, on a mis des équipes d'ateliers en place, on a mis les maquettistes en place, les web, tout le monde a bossé dessus. Et le dimanche soir, on avait bouclé en 3 jours de temps un site de vente. Et voilà qu'on confine ce mardi, mais sans trop réagir parce que ça a été quand même un coup de choc. Et je dirais que moi, au niveau des équipes commerciales, on s'était retourné en se disant il faut absolument prévoir l'avenir de demain au niveau commerce. Comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut amener? Qu'est-ce que vous proposiez sur ce site de prévention? Pardon, excusez-moi, voilà. Qu'est-ce que vous proposiez comme produit? En fait, c'est tout bête. Il est toujours actif, dans les ateliers. En étant confinés dans les ateliers, en fait, on venait d'être validé avec Euroinnov Industrie, lauréat, et parce qu'on est pas mal dans la RSE, et donc juste fin février, et on travaillait le lin et les matières biosourcées, et en me promenant dans les ateliers, j'ai trouvé une bobine de lin, et j'ai dit mais je vais faire des masques. Et de là, comme j'ai connu pas mal de gens avec Euroinnov Industrie, on a rencontré des scientifiques, on a rencontré des ingénieurs textiles, je leur ai proposé les produits, les prototypes. Et de là, écoutez, on va en revenir tout à l'heure, mais c'était une union, une force qui s'est mise en place. Et on a créé des masques, puis moi je suis designer de métier et architecte d'intérieur, donc on a créé des masques, on a créé des visières, on a créé des plexis. Et mes équipes web, eux, mettaient tout en ligne. Et, en tous les jours, on créait 1 ou 2 produits différents et on balançait dans tous les sens sur ce Et honnêtement, le site, quelque part, il nous a sauvés sur ces 2 mois-là. C'est ce que j'allais justement vous demander. Ouais. C'est ce que je voulais vous demander justement, Bénédicte. Est-ce que ça a compensé vos pertes? Alors, sur la partie du premier confinement, parce qu'on va dire ça comme ça maintenant, oui. Parce qu'en fait, il y avait un manque partout de matériel, il y avait un manque de matières premières, il y avait rien nulle part. Donc, je dirais qu'on était dans le made in local total. On était dans... Et c'est vrai que ce site, il m'a sauvé l'entreprise sur le mois d'avril et sur le mois de mai. Par contre, quand je vais dire mois de mai, je vais m'arrêter le 11 mai. Parce qu'arrivé au 11 mai, au déconfinement, le site, il n'a pu rien ramener du tout. Tout le monde a réagi différemment. Mais je dirais que oui, heureusement qu'on avait eu cette idée de créer ce site avant le confinement.
rebondir en proposant effectivement des produits qui étaient plus qu'indispensables à ce moment-là, et puis passer par effectivement le numérique. C'est aussi ce que vous avez constaté, c'est que véritablement, alors pour nous, passe par le numérique, la vente en ligne. Ouais, c'était déjà un gros point pour nous. On avait la partie numérique, la partie RSE, la partie humaine, la partie RH, on va dire, comme tout à l'heure. C'était pour nous très, très important. Et en fait, on a donc eu ce site pendant le confinement, mais après le déconfinement, on s'est dit, l'avenir n'est que dans le... Enfin, il n'y a pas que le web, c'est vrai, mais c'est un gros complément, le web. Ça peut être un gros plus, ça peut amener énormément de choses, puis une autre vision des choses aussi. Et on s'est rendu compte que nous, là, aujourd'hui, on a aussi développé un autre site qui est un site dédié au sport équestre, parce que mes enfants étaient dans la partie équitation poney. Et donc, du coup, on a créé des produits, on a même breveté certains produits, et puis on mise tout sur ces sites. Alors, on a un site d'équestre, on a un site d'alvéoprine, et là, on voudrait recréer un autre site qui est le pur site ADD Pub avec tous les produits en ligne. Voilà. Ça, c'est le projet de demain. Et demain, c'est vraiment très vite. C'est aujourd'hui. Donc, forte accélération sur le digital. Sylvie Gilles, vous êtes la co-gérante de la ferme des 4 cantons, basée à Quérénin. Vous cultivez des céréales, des fruits, des légumes. Vous élevez également des volailles, produits que vous vendez pour une moitié aux coopératives et pour l'autre moitié en vente directe selon 3 débouchés principaux, les marchés, les restaurants et la vente aux particuliers. C'est bien ça ? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Oui, nous vendons essentiellement à 50% aux coopératives et l'autre partie via la vente directe, sous forme de magasins à la ferme, les marchés et également les restaurants. Alors justement, ces restaurants qui avaient dû fermer entre mi-mars et mi-mai lors du premier confinement, qui aujourd'hui sont encore obligés de fermer, en tout cas ne peuvent plus recevoir dans leur salle, parce que maintenant ils se sont beaucoup organisés pour également faire des services de livraison. Mais comment ça s'est ressenti, vous, dans votre activité, cette fermeture ? Alors, au départ, nous avons été confrontés d'abord à la fermeture des restaurants, puis également par les coopératives, la restauration scolaire, la restauration hors domicile, et après ça a été le tour des marchés. Donc on s'est vraiment dit qu'est-ce qui va nous arriver. On était au printemps, dans un mois plus tard, on produit de la fraise, les fraises allaient arriver à maturité. On se demandait, vous savez ce que c'est que de la fraise? C'est un produit qui doit se cueillir et se vendre tout de suite. On s'est posé énormément de questions. Et puis, le magasin à la ferme s'est vite développé. Grâce notamment, je remercierai les médias, il y a eu une forte publicité pour aller revenir chez le producteur. Et le magasin à la ferme a pris énormément de parts de marché. Alors, est-ce que je peux vous demander justement en chiffres comment ça représentait effectivement une hausse de combien de votre chiffre d'affaires sur cette partie magasin? 50%. D'accord. 50%. Bon, après, nous n'avons pas gardé toute la clientèle. On savait très bien qu'on avait dépanné des gens parce que les gens ne voulaient plus aller en grande surface. Quand on voyait les files d'attente aux portes des supermarchés, ça a rebuté plus d'une personne. Mais on a quand même gardé 30% de la clientèle, ce qui n'est déjà pas mal, j'estime. Donc, on peut dire que c'est un accélérateur de cette tendance justement de consommation locale directement aux producteurs. Finalement, cette crise sanitaire change les comportements à ce niveau-là? Ah oui, ça a quand même été un accélérateur de tendance malgré tout. Le consommateur, l'alimentation, durant le confinement, a repris énormément de place. Il est revenu en haut de la pile, si je peux dire. Les loisirs, bon, il n'y avait plus grand-chose. Les sorties, les restaurants, malheureusement. Donc, forcément, tout le monde s'est mis un peu à cuisiner. Et puis, toutes ces émissions de cuisine à la télé. Et puis, les gens se sont rendus compte que il fallait manger
manger 3 fois par jour aussi. Hein. Oui. C'était trois repas, quand on a deux ou trois enfants, plus un conjoint à nourrir, ça fait quand même pas mal de repas à préparer. Ça me parle tout à fait, ce que vous dites. L'écosystème local a aussi fonctionné entre producteurs, entre agriculteurs? Oui, bien sûr, bien sûr. On s'est vite démené en fait en se disant parce que les gens qui vendaient à la restauration collective se sont retrouvés avec des légumes sur les bras. Moi, je connaissais un collègue qui livrait les cantines scolaires. Et qui s'est dit comme ça, qu'est-ce que je vais faire de mes salades, de mes radis? J'ai plus qu'à tout broyer. Moi, j'ai dit, c'est pas normal. Est-ce que je peux pas en vendre dans mon magasin? Et pour finir, ça s'est très bien passé. On a écoulé énormément de ces produits. Et à l'heure d'aujourd'hui, au printemps prochain, on remet. Donc, c'est une solidarité qui va se prolonger. On l'espère sans crise sanitaire. Olivier Barbet-Maillot, vous dirigez Abena Frontex, implanté à Nogent-sur-Oise, une entreprise fondée par votre grand-mère et filiale d'un groupe danois. Votre entreprise, on peut la définir comme un expert des produits à usage unique en milieu hospitalier. Alors, vous n'avez pas été confronté à une baisse de la demande, bien au contraire. Ouais. Celle-ci a explosé avec la pandémie. Oui, complètement. Nous, c'est exactement l'inverse de beaucoup d'entreprises autour de nous, puisque au démarrage de la crise, nous, elle a commencé vraiment, on a senti une tension très forte dès la fin février et début mars. On a vu une explosion de nos ventes, où tout notre stock de produits de protection de la personne que l'on avait préparé pour passer la période traditionnelle de l'après Nouvel An chinois et qui devait nous permettre de pouvoir tenir jusqu'au mois de mai, a été intégralement vendu, liquidé auprès de nos clients en quelques semaines. Et même les produits d'incontinence adulte, qui sont les produits, une grosse partie de notre chiffre d'affaires, ont été surconsommés avec une crainte de pas mal de nos clients qui avaient peur de ne plus être livrés de nos produits, parce qu'il y a eu pas mal de problématiques d'information et de crainte et d'angoisse par tout le monde à ce moment-là. C'est ce que moi j'ai un peu défini comme l'effet PQ, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, où tout le monde se ruait dans les supermarchés pour acheter du papier toilette. Nos clients étaient un peu dans la même inquiétude en se disant mais si je n'ai plus la possibilité d'avoir ces produits-là, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'un EHPAD, une clinique sans produits de la sorte ne peut pas fonctionner, même si ce sont des produits d'utilisation à faible valeur ajoutée au démarrage, ils sont essentiels pour le soin. Et donc, on a vu les ventes doubler, enfin les consommations pas doubler, mais en tout cas nos ventes doubler. Donc, il a fallu s'adapter par rapport à une situation un peu extrême. Alors, 2 fois plus de commandes, alors qu'en amont, vos fournisseurs commencent à vous dire qu'ils ne peuvent plus vous livrer. Oui, alors dès le mois de janvier, nous, une grosse partie, c'est un petit peu le côté hallucinant de notre métier, c'est que les produits de protection de la personne dont tout le monde avait besoin, on a beaucoup entendu parler des fameux masques, des blouses, etc. Il faut savoir, c'est que ils sont produits en grande majorité donc en Chine, ça on le sait, mais ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'ils sont produits dans la région de Wuhan, que tout le monde maintenant connaît. C'est un endroit où moi que je visite depuis 15 ans tous les 6 mois, et la grande majorité des usines qui fabriquent ces produits-là sont basées à Wuhan. Donc nous, dès janvier, on a des warnings sur le fait que ils vont plus être capables de produire parce que eux-mêmes sont complètement fermés. Ils ferment intégralement la ville. Il n'y a plus de travailleurs pour aller dans les usines et ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont démarrer. Donc on estime et on espère que dans 1 ou 2 mois tout va repartir normalement. Moi c'est ma 4e pandémie puisque j'ai connu le SRAS, la grippe aviaire H1N1 et donc on avait une idée de ce qui pourrait se passer. Imaginez pas la suite. Et on n'imaginait même pas ce qui allait nous tomber dessus, puisque du coup, du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec plus rien en approvisionnement. Et de l'autre côté de la chaîne, des besoins qui étaient énormes.
Alors justement, comment vous avez fait pour trouver d'autres sources d'approvisionnement? Alors ça c'est le réseau. Vous avez parlé, enfin c'est gentiment de ma grand-mère qui est là-haut, là, qui nous regarde et qui a fondé cette entreprise. Et en fait, ça fait 45 ans qu'on fait ce métier, donc on a cette chance, je dirais, c'est d'avoir un réseau très important. Et donc on a ouvert tout le réseau que l'on connaît et que l'on gère avec des nouvelles sources d'approvisionnement. Alors, je travaillais un petit peu avec la France, l'Italie et la Suède, mais j'ai trouvé donc ils ont augmenté leur capacité de production et j'ai trouvé des fournisseurs en Serbie, au Maroc, enfin un petit peu partout dans la très grande Europe qui ont permis de compenser les lacunes que l'on avait face aux approvisionnements d'Asie du Sud-Est et de Chine en particulier. Donc une relocalisation au niveau de l'Europe, de la grande Europe, si on peut dire. Exactement. Ça, c'est un vrai plus. Au plan humain, justement, côté RH, richesse humaine, pour reprendre la terminologie de M. Hollander, vous avez pu suivre justement la cadence? Ça a été dur. J'ai la chance, je pense, enfin, en fait, c'est une grosse PME, on est 160 personnes familiales, d'avoir un terreau de collaborateurs qui sont là depuis de nombreuses années. Et alors, ça n'a pas été simple, hein, clairement, parce qu'il a fallu absorber ce surpoids d'activité, tout en mettant en place en plus des règles très strictes. Nous, dès le début, dès la première semaine du mois de mars, on met en place des règles de distanciation très strictes, le port de masque, la désinfection, etc. Alors nous, on a ces produits-là du coup en stock que l'on prend pour nos collaborateurs pour pouvoir continuer à travailler. On sépare les équipes pour que les équipes du matin ne rencontrent pas celles de l'après-midi. On met en place une troisième équipe la nuit pour étendre au maximum les distanciations et pour éviter le maximum de risques de contamination, parce que c'est vraiment la grosse crainte que l'on avait. Voilà, avec le stress que ça implique, on met toute l'administration en télétravail. Enfin, il a fallu se réinventer, mais un petit peu comme Bénédicte et Sylvie que j'ai entendu juste avant, il y a cette agilité, je pense, chez les entrepreneurs que l'on a, et on se réinvente quotidiennement, et on est capable de gérer des choses un petit peu folles comme on a pu le gérer, et trouver des solutions qu'on n'aurait pas pu forcément imaginer si on s'était mis comme ça, sans face à une crise comme on a dû absorber. Mais ça n'a pas été simple, mais on l'a géré, on l'a fait. Et c'est une très grande fierté de voir justement mes équipes prendre le lead sur toute cette situation et trouver des solutions par eux-mêmes pour gérer. Je pense aussi qu'on était très conscient de ce qui se passait de l'autre côté, c'est-à-dire que nos clients souffraient énormément, et on avait l'impression vraiment un petit peu d'être une force armée quelque part, enfin, une sorte de soldats qui combattaient à notre petit niveau et qui aidaient nos clients qui étaient dans une situation tellement dramatique et tellement compliquée que voilà quoi, quand on pouvait faire partir les produits, c'était vraiment un grand plaisir. Alors effectivement, pour rebondir sur ce que disait Philippe Bourdin, vous étiez justement dans ce schéma, hein, ça, votre exemple témoigne très bien qu'il n'y a pas de frontière entre le monde économique et le monde de la santé. Olivier Daher, vous êtes je me tourne maintenant vers vous. Vous êtes le président fondateur d'ANSCOM, situé à Villeneuve-d'Ascq. Votre métier, intégrateur d'infrastructures de systèmes réseau informatique et opérateur télécom, ou pour le dire de façon peut-être plus parlante, vous assurez le rôle de la DSI, la direction des systèmes d'information par délégation, c'est ça? Effectivement, c'est vrai que nous sommes dans le numérique, on parle de numérique, nous sommes l'interlocuteur unique de nos clients, donc avec une offre, toute l'offre liée à l'IT, à l'information et la technologie de la télécommunication, et avec, bien entendu, avec de très lourdes responsabilités du fait qu'on prend en charge l'informatique de nos clients. Donc, en période de crise, il faut savoir que nous portons sur nos épaules non seulement le poids de notre propre, entre guillemets, besoin, mais on prend sur nos épaules aussi le poids de nos clients, qui doivent s'organiser tant bien que mal pour mettre en place des solutions pour pouvoir continuer à travailler.
Donc, c'est vrai que notre entreprise est une entreprise qui a naturellement, qui assure une croissance modérée, que j'appellerais modérée, entre 12 et 25% de croissance par an, avec une approche stratégique basée sur la fidélisation des clients. Évidemment, quand on joue le rôle de la DSI de l'entreprise qui nous confie son système d'information, eh ben, effectivement, on doit travailler beaucoup sur la fidélisation. À titre d'exemple, notre société a été fondée, je l'ai fondée donc moi-même il y a 25 ans. Elle a encore des clients depuis cette époque-là. Donc, ça veut dire que 25 ans, 24 ans, 23 ans, et il y a de nouveaux clients, effectivement, qui sont avec nous depuis cette année ou depuis l'année dernière. Mais ce n'est pas arrivé tout seul, tout ça. Donc, ça n'est pas arrivé tout seul. On n'arrive pas à faire quelque chose de valable si on n'a pas touché le fond à un moment donné, si on n'a pas vécu la crise. À titre d'exemple, je vais vous raconter mon expérience, c'est très rapidement, c'est intéressant pour beaucoup certainement, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, nous avons perdu d'un coup, d'un seul, 51% de notre chiffre d'affaires. Donc, pourquoi? Parce qu'on travaillait pour un client important, un client français, pour ne pas le nommer EDF et GDF, qui étaient ensemble à l'époque. Et pour eux, on faisait, en fait, on fournissait de la prestation, on prenait en charge le dépannage, la maintenance de leur système informatique. Et puis d'un coup, en fait, au bout de 6 ans de travail avec eux, ils ont arrêté le contrat parce que finalement, il fallait laisser les autres, en fait, travailler à notre. Donc, on a perdu 51% de notre chiffre. Donc, du coup, cette crise nous a conduit à nous remettre en question. Voilà. Et donc, on a conçu un modèle qui nous permet effectivement Aujourd'hui, justement, ce modèle. 15% de notre chiffre d'affaires en récurrence annuelle. Vous êtes donc en récurrence annuelle, vous fidélisez vos clients. C'est un modèle qui vous a permis qui vous permet plutôt de résister à la crise actuelle. Vous avez dû en revanche, comme beaucoup d'entreprises, vous adapter pour vous mettre en 100% télétravail et tout en assurant évidemment une continuité du service à vos clients. Comment vous avez procédé? Oui, c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas parce que vous avez un business model qui vous assure beaucoup de récurrence que vous devez dormir sur vos deux oreilles. La responsabilité, en ce qui nous concerne, est très très forte. Donc, le poids est très fort. Donc, il fallait mettre en place des solutions. Il fallait être réactif. Donc, dès le premier jour du confinement, nous avons procédé à la mise en place du télétravail et on a mis en place ce qu'on appelle un centre d'appel virtuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que habituellement, quand on n'est pas en confinement, quand on n'est pas en crise sanitaire, les clients appellent chez nous, on prend en charge l'informatique de nos clients. Et les utilisateurs appellent chez nous. Ils sont accueillis par un centre support. On appelle ça la hotline. Et donc, et puis d'autres clients appellent pour leur projet, ils appellent pour poser des questions, etc. Et donc, quand le collaborateur décroche à l'appel, il peut avoir la réponse lui-même, il peut avoir besoin de son collègue, qui habituellement, il se trouve soit dans le bureau à côté, soit dans le bureau un peu plus loin, mais en tout cas, on lui passe l'appel, etc. Donc, ça fonctionne bien quand on est à l'intérieur de l'entreprise. Mais quand vous êtes à distance, chacun est confiné chez lui, il fallait trouver le moyen de mettre en place des solutions, on va dire en toute urgence, pour que ça marche, pour que ça fonctionne. Et il faut surtout aussi… Comment vous avez réussi justement à maintenir ce lien avec vos collaborateurs, justement, tout en fonctionnant en télétravail? C'est ça. Donc, on a mis en place aussi, on a mis en place ce centre virtuel d'appel, et puis on a mis en place tous les outils collaboratifs qui nous permettent de nous réunir régulièrement ensemble, faire le point, connaître les souffrances des collaborateurs,
savoir comment ça fonctionne. Donc, il ne faut jamais perdre le contact dans ce cas-là. Il faut toujours garder le contact. Et donc, on les a équipés aussi parce que certains travaillent dans un milieu familial parfois bruyant ou autre. Donc, on les a équipés de casques qui leur permettent de couper le bruit et d'être concentrés sur ce qu'ils font. Et donc, voilà ce qu'on a mis en place très rapidement. Et Olivier Dair, ça oblige aussi à faire plus confiance, peut-être. Exactement. Donc, oui, en fait, je dis ça parce que si vos collaborateurs sont chez eux et travaillent en jogging ou en survêtement, peu importe, donc du moment que le job est fait, du moment que le travail est fait, quel est le problème? Je pense que de ce côté-là, si j'ai un conseil à donner à mes confrères, à mes amis chefs d'entreprise, je leur dirais qu'il faut, dans cette situation, adapter son style de management. C'est-à-dire, il faut… moi, je pense personnellement que le management hiérarchique, c'est d'un autre temps, c'est quelque chose qui n'appartient plus à notre mode actuel de fonctionnement. Donc, il faut non seulement faire confiance, mais si c'est pas parce qu'on fait confiance, la confiance n'interdit pas le contrôle. Donc, ça veut dire que vous devez faire confiance à vos collaborateurs, mais vous devez aussi être en mesure de mesurer ou de comprendre ce qu'ils font. C'est-à-dire là, il faut se doter, il faut que les managers, que les dirigeants d'entreprise, en fait, non seulement changer leur style de management, mais il faut qu'ils se dotent d'outils qui leur permettent de surveiller le fonctionnement de leur entreprise. Il faut éviter, il faut éviter de mettre la pression sur les cadres dirigeants, par exemple, ou sur les collaborateurs pour avoir des reporting, etc. Il faut pas les épuiser avec ce genre de choses. Il faut que vous ayez la possibilité d'avoir ces indicateurs par vous-même de façon automatique. Et donc là, ça se parlez, Olivier, pour des solutions qui peuvent être rapidement mises en place. Nous, on a eu la chance de les avoir mis en place avant, mais ce n'est pas exclu. Et nous avons des clients qui nous demandent de les aider à mettre en place rapidement et on sait faire. Donc, Olivier, pour bien… Il y a beaucoup de sociétés qui le font. Pour bien comprendre, vous parlez de solutions de business intelligence, la fameuse BI. Exactement. En fait, quand vous êtes chef d'entreprise, vous ne pouvez pas piloter votre entreprise avec des outils de comptabilité. La compta, c'est déjà du passé. Donc, vous interrogez la compta, elle vous parle du mois dernier, ou du mois d'avant, ou de l'année dernière. C'est pas comme ça qu'on pilote une entreprise. On pilote une entreprise en ayant des indicateurs qui vous parlent au jour le jour. On appelle ça pilotage en temps réel. Et qui sont rapidement visibles. Ici et maintenant. C'est comme ça, je regarde mon entreprise, je regarde tous les indicateurs, comment ça fonctionne, le business, le travail, la satisfaction des clients, la trésorerie. Dans ces temps d'incertitude, on en a évidemment plus que jamais besoin. Merci beaucoup Olivier Dair. Jacques Staquet, vous êtes le dirigeant cofondateur d'Hyper, un service collaboratif de livraison de courses et colis aux particuliers et professionnels. Vous vous appuyez notamment sur une communauté de particuliers qui livrent chez eux d'autres particuliers sur leur trajet ou leur temps libre. Ces personnes étaient soumises et sont aujourd'hui soumises aux mêmes règles de confinement que n'importe qui d'autre. Comment vous avez géré cette complexité et comment vous la gérez encore aujourd'hui? Bonjour à tous. Oui, c'est vrai qu'Hyper est un peu original puisqu'on met en place des systèmes de livraison dits collaboratifs qui s'appuient, comme vous l'avez dit, Pierre, sur des communautés de particuliers qui acceptent de faire des livraisons à proximité de là où ils sont pour le compte d'autres particuliers ou pour le compte de commerçants de proximité, par exemple. Alors, le premier confinement, ça a été, je pense, comme beaucoup d'entreprises, hein, on a beau être
ce qu'on appelle une start-up, on n'a pas trop dérogé à la règle, un peu assommé par les annonces et puis la réalité de ne plus pouvoir aller au bureau puisqu'on est, nous, logés dans un écosystème qui est l'écosystème Euratech et qui a été fermé par prudence, c'était légitime. Donc, on se retrouve du jour au lendemain sans bureau et avec une vraie interrogation sur comment on va faire tourner la boîte. Olivier, vous parliez du télétravail. Nous, on n'a pas eu la question. Ah, on vous entend plus, Jacques Staquet, on vous entend plus. Votre micro a été coupé. Votre micro, visiblement, est coupé, si vous pouvez le... Alors, on a perdu Jacques Staquet, on va peut-être attendre qu'il se reconnecte. Voilà, ça devait arriver, hein, jusqu'à maintenant, tout allait bien. Quand on parle de digitalisation, il fallait que ça tombe sur moi. Et ça arrive finalement avec vous. Voilà. Il y a toujours un petit côté un peu bricolage. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Bon, donc, désolé pour cette interruption momentanée du son et de l'image. Donc, oui, on a été… la façon de réagir, puisque c'était ça votre question, et comment on a dû gérer, finalement, ça a d'abord été un appel à la responsabilité, parce qu'on met sur la route… alors, des coursiers auto-entrepreneurs qu'on connaît bien, puisqu'on c'est les mêmes typologies de coursiers auto-entrepreneurs qu'on voit dans les rues assez régulièrement avec d'autres plateformes. Et nous, on a pris le parti d'arrêter cette activité qu'on avait avec eux parce qu'on était à l'époque incapable de fournir les masques et le gel. On était dans une période de total manque sur ce sujet-là et on s'est dit que c'était pas responsable de continuer à faire tourner ces personnes qui allaient visiter des gens finalement sans aucun équipement de protection. Ensuite, ça a été un appel à la créativité et puis à l'engagement des équipes qui, dans un contexte incertain, où on se retrouve tous sur sa table en formica ou pour les plus chanceux dans un bureau chez soi, avec ou sans enfants qui gambadent au moment des visioconf, on a dû faire corps d'une autre façon, avoir une sorte d'autre contrat de confiance avec nos collaborateurs. Et puis surtout, au final, ça a été une décision de ne pas faire recours au chômage partiel pour notre activité de livraison collaborative, de poursuivre nos développements informatiques, de maintenir les équipes au boulot pour construire l'avenir et pas perdre de temps sur le futur, parce qu'on est convaincu, et malheureusement cette crise sanitaire le démontre de façon flagrante, sur le côté essentiel d'avoir des solutions digitales, souples, agiles à mettre en place, à mettre au service des commerçants. C'est vraiment dans nos missions aujourd'hui chez Hyper, il y a être aux côtés du commerce de proximité notamment, pour amener finalement des nouveaux services. Alors, nouveaux services, justement, c'est quelque part ce que vous proposez est encore une activité pionnière. Est-ce que vous sentez que finalement cette crise sanitaire renforce votre positionnement, votre activité? Oui, alors c'est vrai qu'Hyper a maintenant bientôt 5 ans. Quand on a lancé cette activité-là, à part Blablacar, le collaboratif était quand même peu incarné et quand on s'est dit tiens on va solliciter des particuliers, leur confier des produits et on compte sur le fait qu'ils soient honnêtes, engagés aussi, certes volontaires mais au bout du bout il faut faire… Vous êtes quelque part le Blablacar de la livraison du dernier kilomètre, c'est ça, on peut dire ça? Dans les entrants qui avaient à l'origine de ce projet, il y a vraiment ça, une quête de bon sens. Qui est de dire on a des gens qui se promènent dans la rue, qui font eux-mêmes leurs courses, et en fait on se balade tous avec notre voiture, le coffre vide. C'est un des exemples un peu le plus flagrant, mais donc il y a un peu une logique de bon sens dans ce service. Et c'est vrai qu'au début, chez nous, on avait tendance à dire c'est un peu bisounours notre truc, ça tombe, ça marche pas, c'est peut-être une bonne idée, mais en fait ça marche pas. Donc il a d'abord fallu prouver derrière l'innovation, et en fait vraiment, ce que je retiens de ça, c'est que d'abord, dans l'innovation, c'est très bien, il faut être créatif. Il faut ensuite prouver que ça peut fonctionner. Et puis, en fait, le juge de paix, c'est le client final qui vous l'apporte. Parce que d'abord, il croit et il voit que ça marche. Et puis, il est capable de lui donner une valeur à ce que vous êtes en train de faire. Ce qui, finalement, on est probablement les plus mal placés pour le déterminer. On imagine tous que le truc qu'on vient d'inventer ou le truc qu'on vend est le meilleur truc du monde. Le juge de paix, c'est le client au bout du bout. Et donc, aujourd'hui, on vit, nous, un moment chez Hyper qui est assez… alors, c'est une année folle pour tout le monde. Voilà, on sera tous assez d'accord.
Folle parce que c'est une année de remise en cause, mais aussi folle parce que chez Hyper, en tout cas, on commence à avoir accès à des niveaux de compte clients qui étaient pas du tout ceux qu'on arrivait à toucher précédemment. Et donc, nous, on parie aujourd'hui, on construit beaucoup et on met beaucoup d'énergie sur un 2021 qui doit être canon parce que on continue à travailler le produit de fond et de base. Voilà. Parce qu'il y a eu une explosion du drive pendant le premier confinement, et c'est une tendance qui, vous allez nous le dire, est-ce que cette tendance se confirme? Et vous, du coup, quelque part, vous avez profité de cette croissance exponentielle du drive? Alors, sur le drive, il y a eu un phénomène, on l'a, pour ceux qui sont clients du drive, bien vécu, saturation complète de cet outil qui était quand même très pratique, puisque à l'époque où on était tous un peu inquiets d'aller en magasin, il y a eu un report absolument phénoménal avec des très gros sites qui ont planté. On parlait d'hébergement tout à l'heure, ou de sécurité des données. On a eu voilà une vague absolument phénoménale. Et donc, on s'est retrouvé, nous, à plus avoir ce flux-là parce que pendant quelques jours, le système était complètement saturé. On avait perdu, lors du premier confinement, 100% de notre business avec les commerces de proximité dits non essentiels. Donc, on a eu notre petite crise aussi, mais au bout d'une semaine, le précédent confinement, le drive a effectivement explosé. On a eu entre 2 et 3 fois le volume qu'on faisait sur cette activité-là. Donc, chez nous, finalement, ça a compensé la perte. En sortie de confinement, on a maintenu des volumes plus dynamiques qu'avant sur les courses. On a repris l'accompagnement des commerces de proximité. Et ce confinement-ci est différent puisque on a tous, en tant que citoyens, l'autorisation d'aller se déplacer pour retirer des courses en click and collect. Et donc, notre service, on a pu le maintenir au service de tous les types de commerçants, alimentaires, non alimentaires. Et donc ça effectivement, c'est pour l'instant plutôt une opportunité parce que, encore une fois, malheureusement, d'un point de vue sanitaire et heureusement d'un point de vue business, ça démontre l'utilité et le côté essentiel d'avoir une proposition de livraison. Et alors, quelles sont les bonnes questions à se poser, peut-être pour partager avec tous ceux qui nous écoutent sur son business en temps de crise? Voilà, quelles questions vous vous êtes posées vous-même, et selon vous, voilà, quelles sont les bonnes questions que doit se poser une ou un chef d'entreprise en temps de crise? Sans vouloir être ou grand philosophe ou grand donneur d'ordre, parce que on apprend tous notre métier au quotidien de patron de boîte. Moi, j'ai travaillé pendant de nombreuses années dans la grande distribution et finalement, la digitalisation, le multicanal, puis l'omnicanal, tous les termes qui se sont succédés, ces grandes chaînes-là l'ont vécu un peu en avance de phase, en y mettant d'ailleurs souvent beaucoup de moyens et en voyant des e-commerçants mondiaux s'installer. Voilà, on les connaît tous. Moi, ce qui m'a vraiment marqué dans toute cette phase de réinvention et de transformation du commerce, c'est que j'ai vu des gens qui, entre guillemets, ont perdu le sens de leur métier premier. Oui. Alors, quand on avait préparé un petit peu cet échange, on avait cité La Redoute, on avait cité 3 Suisses qui étaient les VP6 français installés de façon absolue. Et ça n'a pas été, dans les premiers jours du e-commerce, les e-commerçants qui ont gagné la partie. C'est quand même fou, alors qu'il y avait un outil logistique de dingue, des capacités d'achat et de sélection des produits. Et alors, je le dis de façon probablement simpliste et fausse, mais ma perception, c'est qu'il y a eu un moment où on s'est dit, tiens, le métier chez 3 Suisses ou Redoute, c'est de fabriquer des catalogues. Et donc, le e-commerce, c'est pas le même client. Dans la grande distrie, on pourrait se poser la même question, ou de façon générale, dans l'alimentaire, petit ou gros, si la mission profonde du commerce, c'est d'apporter de quoi nourrir les gens, à l'époque, nourrir les gens, c'était le produit brut dans mon rayon ou dans mon étal, le produit prêt à réchauffer, le produit prêt à cuisiner. Et aujourd'hui, en fait, se rajoute à ça, dans ce besoin primaire de se nourrir, le prêt à cuisiner, la matière brute, le prêt à réchauffer, le prêt à consommer, le in, le out. C'est-à-dire, est-ce que je me déplace dans un point pour prendre possession de ça ou est-ce que je veux qu'on me livre? Et encore une fois, ce qu'on me livre est prêt à manger, à réchauffer ou à cuisiner. Il y a des box qui naissent, voilà. Et donc, moi, je trouve que l'enseignement de ces périodes de crise ou de réinvention accélérée, parce que c'est ce qu'on vit en fait, c'est une invitation à nous poser sur le cœur de notre métier. Est-ce que c'est nourrir? Est-ce que c'est fleurir? On accompagne beaucoup de fleuristes avec Hyper. Est-ce que c'est vendre des fleurs en boutique qui compte? Ou est-ce que c'est finalement, je m'étais mis, offrir de l'émotion, embellir l'habitat, ou vendre simplement des fleurs, quel que soit le canal. Et donc moi, j'avais beaucoup aimé
une phrase et je m'arrêterai là-dessus, mais le e-commerce est mort, vive le commerce. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir les choses. Il n'y a pas le e-commerce d'un côté, le commerce de l'autre. Il y a des nouvelles façons de faire du commerce. Ouais. Et ben alors, Bénédicte Fontaine, je vous entends effectivement depuis un moment réagir, corroborer, vous allez nous le dire justement. Alors, j'ai envie de vous faire tous réagir à ce que vient de nous dire Jacques Staquet. Est-ce que, finalement, c'est ça, il n'y a pas de e-commerce et de commerce, c'est du commerce et non, je pense il faut réinventer. Est-ce qu'on peut, si on élargit ça à tous les secteurs de l'économie, finalement, les questions à se poser, c'est quel est mon métier et comment je le fais demain? C'est ça, Bénédicte Fontaine? C'est vrai que ce Covid, tout compte fait, il nous a mis un grand coup de pied dans les fesses parce qu'en clair, on se repose la question quel est mon métier, mais en fait, comment je le vois demain et quel boom je vais lui amener. Et en fait, il faut pousser à la réactivité, à la création, aller plus loin. Et je pense que c'est important de se dire qu'il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, n'importe comment et bien le penser, bien le faire. Parce que c'est vrai que pendant le début du mois de mars, on a quand même vu des gens qui, à l'origine, vendaient pas de masques, faire des masques, comme nous, comme moi, c'est vrai. Mais bon, à la limite, personne ne savait trop que j'avais des couturières et que j'avais des tissus et qu'aujourd'hui, je travaille sur des tissus écologiques. Mais il y a quand même des gens qui n'étaient pas du tout d'un certain métier, comme du plexi, comme la découpe. Moi, j'ai fait ça depuis des années, depuis 25 ans, et puis on voit des gens fleurir de partout. Et je pense qu'à aujourd'hui, il faut continuer à créer, il faut continuer à aller plus loin. Moi, je vois qu'il y avait un point important, il faut continuer à investir. Alors, c'est pas facile de se dire, c'est vraiment des années folles, parce que je veux dire, on va l'investir à aujourd'hui pour faire de nouvelles choses, pour aller plus loin, pour être meilleur, en sachant que c'est une année de crise, où c'est plus ou moins difficile, où il faudrait faire attention à sa trésorerie. C'est vrai qu'à aujourd'hui aussi, il faut aussi beaucoup échanger avec ses collaborateurs et je pense que c'est des éléments essentiels dans l'entreprise parce que je pense qu'avant ce Covid, on travaillait un peu chacun dans son côté, on avait moins de dialogue les uns avec les autres. Moi, je fais souvent des réunions avec mes collaborateurs, je leur demande leur avis, je leur demande des idées, je leur demande d'avancer avec moi. Ce qui ne se faisait pas forcément de la même manière avant ce Covid. Donc, ce Covid, il nous fait avancer, il nous amène plus loin, il nous force à aller plus loin. Voilà. Une force d'aller plus loin. Sylvie Gilles, sur cette question de comment faire son métier demain, c'est effectivement des questions que vous vous posez? Oui, beaucoup. Comme tous les chefs d'entreprise ici présents, on se remet beaucoup en question. C'est-à-dire que c'est dans les épreuves qu'on trouve quelquefois des solutions. Oui? Non, je vous laisse, pardon Sylvie. Non, et à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il faut se tourner vers la digitalisation, même en agriculture, en circuit court, et pourquoi pas s'adapter avec les nouveaux modes de vente. Moi, je sais qu'il existe sur les plateformes, et pourquoi pas se mettre en relation la chambre d'agriculture et la chambre du commerce, créer un lien. Je sais que moi, je suis sur Valenciennes. Il existe au niveau de la CCI une plateforme, c'est mes commerçants du Grand Hainaut qui proposent en cette période de confinement de livrer des produits et pourquoi pas associer les producteurs, c'est une démarche, aller vers des drives. À l'heure d'aujourd'hui, le consommateur, il a envie de passer moins de temps dans les courses, on le voit bien, et pourquoi pas aussi tout ce qui est distributeur automatique, c'est une émergence aussi. S'il y a moins de contacts, moins de relations, mais est-ce que c'est pas une solution dans ces temps de crise? Et pourquoi pas Hyper qui viendrait livrer vos produits aux particuliers finalement? Oui, parce que tous ensemble, on est beaucoup plus forts. Voilà, très bien Bénédicte. Voilà, tous ensemble. J'ai beaucoup appris et pourquoi pas Hyper? Pas de problème. On va avoir une solution, n'est-ce pas, Jacques, pour trouver les produits frais. Tout à fait. Oui, non, mais il y a moyen. Allez-y. On vous laissera discuter à l'issue, mais c'est évidemment justement aussi pour ça que ces rencontres régionales de l'économie existent. Olivier Daher, sur ce point, est-ce que effectivement en temps de crise, le fondamental, c'est réaffirmer son métier et imaginer des nouvelles façons de le faire? Alors, en fait, en tant que crise, effectivement, il faut affirmer son métier. Donc, et si je dois donner
un conseil, je dirais, pour les chefs d'entreprise qui vont penser à comment faire demain en cas de crise nouvelle. Eh bien, je vais, au risque de répéter, je vais dire deux choses que j'ai dites tout à l'heure. Adaptez votre style de management. Dotez-vous pour votre entreprise d'outils de pilotage. 3, veillez, j'ajoute à ça, veillez à ce que vous ayez, en temps normal, pas en temps de crise, un trésor de guerre. Gardez un trésor de guerre pour votre entreprise. C'est très important, parce qu'au cas où ça se passe mal avec les banques, que vous avez... En effet, hein, cette crise aussi est un révélateur de l'importance du pilotage du cash, de la trésorerie. Vous diriez qu'il faut... quel doit être le montant de ce trésor de guerre? Est-ce qu'il y a un ratio à respecter par rapport à son chiffre d'affaires? Pardon, je n'ai pas entendu, monsieur. Est-ce que vous avez en tête un ratio, peut-être, qu'il faut mettre de côté pour constituer ce trésor de guerre? Oui, on n'est pas obligé de respecter les ratios que j'ai mis en place moi-même, mais disons qu'il faut avoir à l'esprit qu'en cas de gros problèmes, gros soucis, et si ça ne se passe pas bien avec les banques, ça se passe quand je n'arrive pas à obtenir mes prêts ou ça sature quelque part, il faut que vous ayez la possibilité de traverser, entre guillemets, avec 0 revenu, de traverser une année au moins. Donc, il faut que vous ayez dans votre trésor de guerre de quoi vivre un an pendant une année. Alors cet argent, effectivement, il peut être placé quelque part sur un compte à terme ou dans des actions ou peu importe, mais libérable. Mais disons qu'il faut que vous ayez ce trésor de guerre. Moi, je ne comprends pas les chefs d'entreprise qui font recours souvent et très très souvent à l'emprunt. Et aussitôt qu'ils ont un peu d'argent, ils vont le dépenser et ils sont toujours ric-rac, question de trésorerie. Il faut savoir que en cas de problème, ces entreprises, moi je peux en parler parce que je connais le sujet, j'exerce en fait la fonction de juge consulaire au tribunal de commerce de Lille Métropole et je sais que toutes les entreprises qui viennent chez nous en redressement judiciaire, en liquidation judiciaire, c'est parce qu'ils ne savent pas faire face à leurs dettes exigibles. Et donc, et voilà, il faut avoir un peu d'argent de côté pour traverser les crises et pour ne pas souffrir en cas de problème. Voilà. Merci. Olivier Barbet-Maillot, je vous pose la même question. Hein. Donc la question initiale, c'était en temps de crise, il faut réaffirmer son métier et imaginer comment continuer à le faire dans les nouvelles... dans le nouvel écosystème, le nouvel environnement qui lui, bouge en permanence et surtout, effectivement, de façon brutale en temps de crise. Ouais, moi, je crois beaucoup aussi à la co-construction, à la co-réflexion que l'on peut avoir. Je fais partie d'un groupe d'entrepreneurs qui s'appelle le Centre des jeunes dirigeants. Une association patronale qui est la plus vieille association patronale de France, qui a plus de 80 ans. Et on a cette capacité ensemble, avec d'autres chefs d'entreprise, à pouvoir réfléchir nos modèles économiques. Et ce que Jacques présentait, c'est un peu ce que nous on appelle les nouveaux modèles économiques, c'est l'économie de la fonctionnalité. C'est repenser un petit peu quels sont nos domaines d'activité stratégiques, savoir les redéfinir et en fonction de ça, de pouvoir trouver les bons axes qui nous permettront de pouvoir sortir le meilleur. Et parfois, c'est pas forcément la chose la plus simple. C'est pas on a un produit, on le vend. C'est beaucoup plus complexe. Il y a d'autres choses derrière. Et je trouve que la co-construction et la co-réflexion avec d'autres chefs d'entreprise, comme on peut le faire au CJD, est un vrai plus pour pouvoir nous permettre de répondre à des moments de crise comme on le vit aujourd'hui. Et je vois mes copains JD, donc chefs d'entreprise, aujourd'hui ont cette capacité de rebond beaucoup plus forte que s'ils étaient tout seuls, parce que ensemble on est plus fort. Je crois que c'était, je sais plus si c'est Sylvie qui en parlait tout à l'heure en disant ensemble on est plus fort. Je crois que là-dessus tout le monde est d'accord. Parfait. Alors je vois que l'heure
ça nous permet de sortir de cet isolement qui parfois est excessivement pesant pour un chef d'entreprise. Il fait bien d'en parler avec ses collaborateurs, comme le fait Bénédicte, mais franchement, le fait de le faire avec d'autres chefs d'entreprise en toute bienveillance, ça aide énormément à la prise de recul et derrière aux prises de décision. Et justement, pendant ce premier Covid, on avait quand même énormément en fait de bienveillance et autour de soi, en fait, on a eu une relation qui était quand même complètement différente de ce qu'on a pu vivre tous les jours. Enfin, depuis 25 ans, je n'avais jamais vécu ça. C'est qu'en fait, on faisait attention les uns aux autres. On avait des échanges aussi, comme c'était très compliqué de s'approvisionner. On avait des échanges avec des gens qu'on ne connaissait pas et qui avaient amené des idées, qui amenaient des adresses. Et ce qu'on ne trouve pas forcément tout le temps, et on ne retrouve pas ça sur ce deuxième confinement. C'est beaucoup moins puissant que ce que j'ai pu vivre moi personnellement pendant ces 2 mois compliqués de mars, avril et mi-mai. Et on échangeait avec le chauffeur, avec le facteur. Bon, le facteur, on le fait souvent, c'est vrai. Parce que mais je dirais que le chauffeur qui était là, on lui disait « Mais tu veux un café ? Je peux faire quelque chose pour toi ?» Parce qu'il était plein au niveau du camion. On avait des clients qui appelaient de partout parce qu'ils ne trouvaient rien et qu'ils nous trouvaient. Et on amenait quelques mots sympathiques. C'était important parce que les gens en avaient besoin. On avait besoin de cette sympathie. Et je pense qu'elle s'est reperdue après le déconfinement. Et peut-être qu'on va la retrouver aujourd'hui parce que l'isolement fait que quelque part, on a besoin de communiquer les uns avec les autres et d'échanger. Voilà. On restera sur cette note positive, Bénédicte. Je vois que l'heure avance. Je voudrais quand même, du coup, qu'on conclue par un dernier tour de table sur finalement l'état d'esprit qu'il faut avoir quand on est dirigeant et qu'on traverse une crise comme on est en train de la vivre. Alors, Bénédicte, puisque on est sur vous, je vais peut-être commencer par vous. Moi, je dirais qu'il faut être un peu fou, mais il ne faut vraiment pas avoir peur. Je pense qu'il ne faut pas se retourner. Il faut se mettre un peu dans sa bulle et croire à ce qu'on fait. Voilà. Sylvie Gilles. Et voilà, il faut y aller, c'est tout. Il ne faut pas réfléchir. Alors, moi, de cette période, j'en retiendrai en fait l'entraide et la solidarité. Voilà. Et c'est ce qui manquait beaucoup, en fait, que ce soit au niveau des commerçants, des chefs d'entreprise. Pourquoi aller chercher très loin alors qu'on a tout près de chez soi? On a été confronté au manque de masques, à beaucoup de choses, et au gel hydroalcoolique. Et moi, je sais que je me suis tournée chez quelqu'un que je ne connaissais pas, et qui est venu vers moi, qui me dit, voilà, je produis, je vends. Et je me suis dit, bah, c'est pas possible. On peut avoir très bien quelqu'un à côté de chez soi. Et je pense, et c'est l'économie locale, c'est l'économie de territoire. Pourquoi aller chercher très loin ce qu'on peut avoir tout près de chez soi? Voilà. Ouais, c'est vrai. Le Made in local. Le Made in local, voilà. Merci beaucoup, Olivier Daher. L'état d'esprit. Je dis la même chose qui a été dit avant par Bénédicte. Effectivement, il faut s'affranchir de sa propre peur et il faut partager avec ses collaborateurs, il faut les solliciter pour trouver ensemble des solutions. Et ceci veut dire que dans tout ça, qu'il faut un peu adapter son style de management pour aller un peu plus vers ce qu'on appelle le management participatif. Olivier Barmé-Maillot. L'agilité, moi je crois énormément à cette capacité de pouvoir rebondir face à une crise, et notre résilience naturelle doit rester en nous pour pouvoir trouver des solutions. Et ce que je disais juste avant, c'est, je pense, qui est un peu en lien avec l'entraide, c'est la capacité ensemble de pouvoir répondre à des défis. Et ne pas se renfermer et de rester de son côté. Enfin, voilà, des clubs comme le CJD permettent de pouvoir sortir de ça et d'avancer. C'est un vrai plus. Jacques Staquet, vous aurez le mot de la fin. Merci, mais je rebondissais effectivement sur tout faire pour éviter l'isolement. Et puis, je m'étais noté, moi, oser tuer ses dogmes, chasser un peu les dogmes qu'on peut avoir.
parce que le contexte change, parce que le monde de demain n'est pas le monde d'aujourd'hui, donc il y a des dogmes qui doivent s'envoler. Et puis pour une dernière fois dire qu'il faut échanger, moi dans ma boîte, j'embauche beaucoup de gens qui ont 20 ans. J'ai longtemps été le papy de la boîte. J'ai trouvé quelqu'un de plus vieux que moi, je suis trop content. Mais en fait, je pense que collaborateurs ou autres dirigeants, faut pas hésiter à brasser les générations avec qui on discute. Parce que leur vécu, leurs idées, leur culture va être très différente et c'est de là que naît finalement la créativité. Tout à fait. Ouais. On terminera sur ça, Jacques Staquet, partager entre pairs, mais partager aussi entre entreprises, chefs d'entreprise de secteurs différents, partager avec ses collaborateurs, partager entre les générations. J'ai retenu aussi l'économie locale, la solidarité, les outils numériques, digitaux, évidemment, à utiliser de plus en plus, intégrer les nouveaux usages des consommateurs, oser, ne pas avoir peur, tester des nouvelles choses, tout en être agile, réactif et faire confiance et responsabiliser ses équipes. Voilà un peu ce que j'ai retenu de nos échanges et qui finalement, coche dans le désordre les 4 défis qu'on avait identifiés au début, à savoir défis numériques, richesse humaine, je vais reprendre le mot de Monsieur Hollander, croissance et RSE, responsabilité sociétale des entreprises. J'espère, je m'adresse maintenant à vous qui nous avez écouté et regardé depuis 18 heures, j'espère que ces retours d'expérience vous inspirent et vous aideront à mener sans peur ces transformations dans vos organisations pour sortir gagnant de cette crise. Bénédicte, Sylvie, Olivier, il y avait 2 Olivier et Jacques, merci beaucoup de vos riches témoignages. Pour conclure ces rencontres régionales de l'économie, j'accueille Christian Durlin. Bonjour Christian Durlin. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la Chambre régionale d'agriculture des Hauts-de-France et président de la commission économie. Le gouvernement a lancé le 3 septembre un plan de relance historique de 100 milliards d'euros pour redresser l'économie et faire la France de demain, disent-ils. Comment la Chambre de l'agriculture, la Chambre des métiers de l'artisanat, la Chambre du commerce et de l'industrie, la Banque de France, organisateurs de ces RRE, sont-elles mobilisées sur ce plan de relance au service des entreprises? Alors, tout d'abord, avant de parler du plan de relance, je crois que la table ronde qu'on vient d'entendre, auquel on a participé, était vraiment quelque chose d'intéressant. Je voudrais saluer les participants et en particulier Cyril Vigile, que j'ai déjà croisé par ailleurs. Et je pense que ces témoignages font du bien. On va parler du plan de relance, mais le carburant, c'est d'abord les hommes, c'est d'abord les entreprises. Le plan de relance, ce sont des moyens. Et tout ce qui a été dit, je ne peux qu'y souscrire, que ce soit en capacité de réflexion, d'adaptation. Des crises, des entreprises, des exploitations agricoles en connaissent et les solutions sont d'abord souvent dans la tête des hommes qui les conduisent et après le collectif joue aussi beaucoup pour accompagner tout ça. Mais je crois que cette table ronde était un peu une leçon d'optimisme. En tout cas, c'est une leçon d'envie de trouver des solutions, d'avancer, de réfléchir à des nouveaux modèles. Alors c'est vrai que les crises elles ont, comme celles qu'on a connues, certainement la particularité de mettre en avant, en tout cas d'amplifier des évolutions, ce qui d'habitude est sous forme de courbe. Là, c'est une arête qui vient crever un petit peu la courbe d'évolution. Souvent, on revient un peu après un plateau, mais il n'empêche que pendant toute cette période, tout ce qui a été réfléchi, construit, c'est un germe qui prépare un peu la suite. Et je crois que tous les témoignages qui ont été présentés là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant dans la diversité. Et un mot fort quand même de ce que j'ai retenu, c'est qu'il ne faut pas rester seul dans les moments difficiles. Il faut parler certainement entre entreprises, entre collègues. Il faut parler avec les collaborateurs parce que c'est aussi un moyen de fédérer aussi les entreprises pour traverser les difficultés. Mais voilà, je voulais quand même saluer ces interventions qui font du bien parce qu'on voit bien que les crises elles existent, mais il faut pas être fataliste et il faut rechercher des solutions et on a vraiment eu quelques leçons très intéressantes sur ça.
Alors, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, les entreprises, elles ont besoin aussi d'un collectif qui les accompagne. Alors, que nos chambres consulaires, hein, chambre de commerce et d'industrie, chambre des métiers, chambre d'agriculture, elles sont là pour apporter des éléments, pour aider à réfléchir au moment des difficultés, pour essayer de trouver ensemble des solutions, proposer des cadres d'évolution, faciliter les projets. C'est notre mission, et puis faire un peu le relais aussi avec les pouvoirs publics pour apporter les soutiens, les accompagnements comme il le faut. Alors, dans ce plan de relance qui a été annoncé, donc de 100 milliards d'euros, les chambres ont vraiment un rôle de courroie de transmission, d'animation, de faire remonter les projets, de pouvoir essayer de les accompagner pour qu'elles puissent activer les bons leviers d'aide et de soutien. Et je crois que voilà, c'est la phase d'après. Hein. On a parlé beaucoup là depuis 1h30 des crises que l'on a vécues. La première difficulté, c'est de gérer le court terme, c'est clair. Hein, il y a des difficultés dans les entreprises. Il faut arriver à les gérer pour en sortir dans le meilleur état possible, pour pouvoir après se projeter. Et ces plans de relance, c'est du carburant justement pour cette projection sur les mois, les années qui viennent, avec un délai donc de mise en place qui est assez court. Hein, c'est bien fait pour relancer, et donc il est important que la diversité des projets et dans les nouveaux secteurs, puisque ce plan de relance aujourd'hui, c'est aussi un plan d'avenir. Hein. C'est surtout pour donner un coup d'accélérateur sur les éléments de transition, sur les nouveaux secteurs d'avenir. Et là, il y a de l'investissement à faire, de l'accompagnement. Et il faut qu'on puisse réussir ce plan de relance, et que notre région se positionne aux premières loges de ce plan de relance, puisque bon, il a été communiqué premier arrivé, premier servi. Hein, donc, je pense qu'il ne faut qu'on ne traîne pas dans l'accompagnement des entreprises qui ont des projets, dans la communication et dans la réponse aux sollicitations qu'il y aura, quoi. Alors, pour compléter juste ce que vous venez de dire, effectivement, sur ce plan de relance, il y a effectivement 3 priorités qui ont été énoncées. L'écologie, la compétitivité, avec au cœur de ce mot la souveraineté économique et l'indépendance technologique. On a pu un peu en parler avec Olivier Barbet-Maillot. La cohésion, enfin, avec une relance sociale et territoriale. C'était aussi des choses qu'on a évoquées lors de cette table ronde, notamment avec Sylvie Gilles, avec cet écosystème local. Merci beaucoup, Christian Durlin, de vos éclairages. Il me reste juste à vous dire que nous avons donc lancé un sondage. On serait ravis de savoir si vous avez apprécié ou non ce webinaire. Donc vous pouvez y accéder via l'onglet sondage, donc à droite de votre écran, juste à droite de l'onglet chat, il y a un onglet sondage et vous pouvez répondre en direct. Et voter pour nous donner votre sentiment sur ce webinaire. Il me reste quant à moi, peut-être qu'on attend, je ne sais pas si on peut attendre que les votes se fassent pour avoir le résultat en direct. Je vais attendre. Alors, Maureen nous a rejoint. Donc là, pour le moment, on a beaucoup de c'était top et très bien. Donc, merci en tout cas à vous tous de répondre et de continuer de répondre et d'avoir participé à ce webinaire. Merci Pierre. On aura les résultats même après. Oui. Très bien. Mais pour le moment, on a beaucoup de c'était top, 46%, très bien à 43% et du pas mal à 11%. On a 0% en bof. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Maureen. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et puis, je vous souhaite vraiment bon courage. Et puis, moi aussi, j'ai retenu vraiment ce mot partager, parler avec vos pairs, parler avec vos collaborateurs. Ne restez surtout pas isolés. Bonne relance à tous.